Bonsoir à tous. J'avais prévu une présentation du cercle, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas le cercle, des volontaires? Non, tout le monde connaît. Bon. Alors, je vais être assez bref. Par contre, c'est vrai qu'on s'est créé, donc on s'est constitué il y a 4 ans, notamment par rapport aux médias mensonges sur la guerre en Libye et la guerre en Syrie. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on a pas mal travaillé. Néanmoins, moi je me considère comme un journaliste citoyen, c'est-à-dire que j'ai pas fait Sciences Po. Je suis pas du tout un spécialiste de la Syrie. Le peu de choses que j'ai appris sur le tas, donc je me sens un peu humble par rapport aux 3 autres intervenants ce soir. Donc ce sera vraiment un témoignage d'un citoyen qui est parti là-bas en Syrie, et ni plus ni moins. Alors le contexte du voyage, c'était tout simplement une rencontre avec Omran Al-Khatib, qui est un citoyen franco-syrien qui organise des manifestations sur Paris, en Belgique, en soutien au peuple syrien, et notamment également, il en a fait une récemment par rapport au peuple yéménite. Et c'est vrai qu'il est assez, on va dire, pro-régime, pro-Bachar al-Assad, pour reprendre les termes qu'utilisent les médias mainstream. Donc je savais que c'était un voyage organisé, donc avec un groupe. Donc je ne serais pas forcément libre tout le temps de pouvoir évoluer comme je l'entendais. Donc ça, c'était une contrainte assez forte, mais j'étais prévenu dès le départ. Mais j'ai quand même accepté, parce que pour moi c'était quand même intéressant de découvrir de mes propres yeux la Syrie côté Bachar, pour reprendre un petit peu voilà, moi je pensais, je l'affirme via le blog Le Cercle des Volontaires, que c'est pas une horrible dictature comme le disent les médias, mais après c'est vrai que le voir de ses propres yeux, c'est assez intéressant. C'est pouvoir confirmer ou pouvoir infirmer cela. Le groupe auquel j'ai fait partie, donc c'était un groupe très hétéroclite, hein. Il y avait des journalistes, il y avait des citoyens, il y avait des écrivains, il y avait des personnes qui étaient là pour des raisons humanitaires, hein, qui faisaient partie d'une association. Donc on avait tous des buts plus ou moins différents. Et donc il y a eu des tensions assez fortes pendant le voyage. Bon, ça aussi, ça a été une expérience assez intéressante à ce niveau-là. Pour les conditions, pour être tout à fait transparent, donc l'hébergement en Syrie et la nourriture était payée par l'organisateur du voyage, Omran Al-Khatib. Et donc moi, j'avais avec l'association plus qu'à payer le billet d'avion. Le contexte, c'était également un reportage de France 2 pour la petite histoire, donc envoyé spécial. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu ou pas. Pour lequel ils ont interrogé plusieurs médias. C'était un reportage au départ, soi-disant, sur les médias alternatifs, et qui s'est transformé en reportage sur les adeptes du complot, où ils ont épinglé notamment Panamza et le débrancheur, en plus et Thierry Messant, en plus du cercle des volontaires. Bref, mais bon, ça c'était un peu prévisible. Il était question que le journaliste m'accompagne en Syrie pendant le journaliste de France 2 m'accompagne pendant les 4 premiers jours de mon voyage en Syrie. Ça s'est pas fait parce que sa rédaction a refusé. Lui aurait bien aimé y aller. Ça, il se garde bien de le dire dans le reportage. Donc ils m'ont accompagné à l'aéroport, etc., pour faire leur plan. C'est assez symptomatique du non-journalisme qu'il y a à la télé, c'est-à-dire qu'ils vont me faire rentrer 3 fois dans l'aéroport. Moi j'ai pris le parti en fait d'être agréable avec eux et de répondre, on va dire de bon gré. Donc je suis rentré, j'aurais pu refuser, hein, c'est des plans scénaristiques, des plans narratifs, de rentrer dans l'aéroport, mais ça m'intéressait de voir jusqu'où ils allaient aller. Est-ce qu'ils me feraient rentrer une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois? Et donc voilà, on a contrefilmé pas mal d'images de tout ça qu'on n'a pas encore diffusé. Pour en revenir au voyage, donc il n'y avait évidemment pas de vol direct vers la Syrie depuis 3-4 ans maintenant. Donc on a fait un vol via le Liban, et on est resté 2 nuits au Liban. Alors c'était très intéressant de passer au Liban. Moi je précise juste que je suis allé une fois en Égypte il y a 15 ans. À l'époque j'étais pas du tout dans tout ce qui était journalisme, géopolitique, etc. Mais bon, c'était un beau voyage. Et puis c'était 1 an avant les attentats du 11 septembre, donc il y avait beaucoup moins de tensions, même s'il y avait déjà eu des attentats en Égypte. Je suis allé en Iran, j'ai eu la chance aussi d'aller en Iran en 2013. Donc voilà, c'est ma maigre connaissance, on va dire, du Moyen-Orient et des pays arabo-musulmans. Voilà, donc le Liban, la plupart d'entre vous le savent, probablement, ça a fait partie de la Syrie autrefois. C'est un pays vraiment plus que frère pour la Syrie. Donc c'était très intéressant de commencer le voyage par le Liban, et j'ai pu faire 3 interviews assez intéressantes.
Et avant ces interviews, le premier jour en fait, où je suis arrivé, je me suis fait arrêter par le Hezbollah. Donc on était parti avec 4 autres personnes du groupe se balader dans le quartier à côté de l'hôtel. Et moi, naïvement, j'ai sorti mon caméscope pour filmer. Et donc c'était un quartier tenu par les Hezbollah. J'y reviendrai à la fin de mon intervention si j'ai le temps. Mais en fait, c'est le quartier où il y a eu un attentat 10 jours plus tard. En fait, c'est la rue même. En fait, c'était à quelques dizaines de mètres de là où je me suis fait arrêter. Donc, dans notre groupe, il y en avait un qui parlait arabe, heureusement. Donc, on s'est fait embarquer par le Hezbollah pendant une demi-heure seulement. Bon, le temps pour eux de vérifier qui on était, les images que j'avais tournées, la raison de notre venue. Et puis, on s'est fait escorter gentiment à l'hôtel. Parmi les personnes que j'ai pu interviewer, donc je ne vais pas être trop long parce que vous avez peut-être déjà vu la bande-annonce de ce documentaire qui va sortir en février, parce que je suis allé là-bas pour tourner un documentaire évidemment. J'ai pu rencontrer le général Mustapha Hamdan, qui est l'un des 4 généraux à s'être fait arrêter à l'assassinat de Hariri, donc il y a une dizaine d'années. Et puis il a été innocenté, il a été libéré 3-4 ans après. Donc c'était assez intéressant parce qu'il a pu revenir sur cet épisode qui a profondément bouleversé non seulement le Liban mais toute la région. Donc c'était le président Émile Laoud qui était président au moment de l'assassinat d'Hariri. Et donc il a pu donner son point de vue sur tout un tas de choses. Je l'ai questionné sur le Hezbollah, sur l'action de Bachar al-Assad, etc. Donc il m'a reçu chez lui, c'était assez intéressant. On a eu une entrevue en tant que groupe avec Naïm Kassem, à l'issue de laquelle j'ai donc Naïm Kassem qui est le numéro 2 du Hezbollah, après Nasrallah, et qui est très important au sein du parti, enfin du parti du mouvement. Donc à l'issue de cette entrevue, j'ai sollicité, c'était pas prévu, mais une courte entrevue filmée donc, avec Naïm Kassem, qui a duré 2-3 minutes, donc j'ai pas pu m'étendre sur beaucoup de questions, mais c'était l'occasion pour lui de présenter un petit peu le mouvement. Et enfin, au Liban, j'ai pu rencontrer Émile Laoud, un ancien président donc, libanais, qui est, on peut dire, un incorruptible. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans son témoignage, qu'il a fait l'objet de tentatives de corruption, non seulement quand il était général, et qu'il a refusé de désarmer le Hezbollah, et puis quand il était président. Voilà, pour le Liban, l'arrivée en Syrie s'est fait de nuit. On a été accueillis par notamment des volontaires, des jeunes Syriens, qui sont bénévoles dans une association qui s'appelle la Damascus Volunteer Youth Team. Donc j'ai amené un blouson ici, je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Donc c'est une association qui existait avant la guerre et dont la mission a un petit peu changé depuis la guerre, parce qu'ils s'occupent notamment d'enfants d'orphelins. Il y a des centres, plusieurs à Damas, qui s'occupent des enfants des orphelins de guerre. Pardon. Voilà, ils ont tout un tas de missions, et notamment d'accueillir comme ça des délégations d'étrangers. Mais c'est des jeunes très sympathiques qui sont pour la plupart étudiants, mais d'autres sont maçons, pharmaciens ou encore soldats. Damas, donc c'est une ville en guerre, mais qui vit. C'est assez marquant. Pendant les 10 jours où j'étais là-bas, il y a 2 jours où il y a eu des avions supersoniques dans le ciel qui se sont fait entendre. Mais les Damassiens, eux, ne s'arrêtent pas, quoi. Ils ne s'arrêtent même pas de marcher, ils ne regardent pas dans le ciel, ils s'en fichent, ils ont l'habitude, malheureusement. Et du coup, nous, en tant qu'étrangers, on est un peu les seuls à regarder en l'air. On se sent un peu bête, du coup. Et donc, ils m'ont appris, les Damassiens, à reconnaître les tirs amis et les tirs ennemis, un petit peu. Parce que donc ça fait pas le même bruit. Voilà, donc c'est vrai que moi je savais pas quel était le degré de danger auquel il fallait que je m'attende. Quand on était au Vieux Damas, c'est vrai que ça tirait vraiment pas loin, 1 kilomètre, même pas. Et pour autant, les gens continuent de travailler, d'aller à l'école pour les jeunes, de sortir le soir. C'est assez frappant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 Syries aujourd'hui, quoi. Une Syrie qui est encore contrôlée par le gouvernement de Bachar al-Assad et le parti Baas, et puis une Syrie qui est aux mains soit des rebelles ou soit de l'État islamique. Donc j'ai pu faire parmi les volontaires de cette association plusieurs rencontres, notamment un jeune Damassien qui s'appelle Khalil, qui est rejoint le cercle des volontaires. Il est photographe, donc il nous envoie régulièrement maintenant des photos de Damas. Et puis on a tellement sympathisé qu'il m'a emmené dans son squat un soir avec d'autres étudiants. Ils ont un endroit dans un bâtiment en construction où ils ont un frigo qui marche pas, et à l'intérieur il y a une chicha. Ils ont un petit réchaud avec une prise fabriquée main.
Et ils m'ont fait des noodles, les pâtes chinoises pas chères. Ils étaient tout contents de me recevoir, c'était vraiment très chaleureux. J'ai passé une super soirée, ils m'ont fait chanter en arabe, ils ont chanté en français. Et puis surtout, ils ont pu me faire part de leurs espoirs en tant que jeune, et puis de leurs craintes, bien sûr. Et puis l'histoire qu'on ne rencontre pas forcément, c'est-à-dire celle qui vivent eux en tant que jeunes. Les loyers, on ne se rend pas compte, mais les loyers, le prix des maisons et des appartements a explosé à Damas et autour, pour plein de raisons, notamment dès 2003, puisqu'il y a eu la guerre en Irak, donc il y a toute une classe moyenne et aisée de Bagdad qui est venue s'installer à Damas. Et donc du coup, voilà, les prix, vraiment, c'est des chiffres, je ne les ai pas retenus, mais c'est x10, x60 en 10 ans. Enfin, c'est une inflation, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une inflation vraiment très problématique, notamment pour les jeunes. Alors malgré ça, donc, il y a peu de jeunes qui décident de quitter la Syrie. Finalement, il y a beaucoup de jeunes qui ont décidé de rester, parce que le gouvernement fait beaucoup aussi pour les jeunes. Ils sont prioritaires sur tout un tas de choses par rapport aux autres. Le gouvernement a bien compris que c'était l'avenir, et donc mise vraiment là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un pays où l'éducation et les soins sont gratuits, où il y a des boulangeries subventionnées par l'État, donc le pain est vraiment à la portée de toutes les bourses. Voilà. Après, bon, il y a derrière le côté socialiste, il y a bien sûr des inégalités. Moi, une chose qui m'a frappé, c'est à la fois un côté positif et un négatif, on va dire. J'ai été interviewé dans la rue par une télévision syrienne un soir dans un quartier qui s'appelle le quartier des Fainéants à Damas. C'est un quartier où il y a plein de boutiques et les gens peuvent faire leurs courses très rapidement. Et j'étais comme ça, debout à un coin de rue, et il y a un Damasien d'une 50aine d'années qui est sorti d'un café. Il tenait à témoigner devant la télévision syrienne nationale des coupures d'électricité qu'il y avait à Damas, qui sont normales, hein, qui ont lieu régulièrement, qui sont censées être réparties équitablement entre les quartiers. Et lui estimait qu'elles n'étaient pas réparties équitablement, qu'il y avait des quartiers où il y avait des passe-droits, soit des proches du pouvoir, soit des gens très fortunés, qui peuvent également être proches du pouvoir. Donc, et puis il y avait des quartiers au contraire où l'électricité était même plus chère que dans d'autres quartiers, donc il y avait vraiment un problème d'équitabilité, d'équité, pardon. Et ils voulaient s'en plaigner. Donc ça montrait que c'était pas un État social parfait. Et d'un autre côté, ça montrait aussi que les citoyens osaient témoigner sans avoir peur d'être réprimés par la suite, quoi. Donc pour moi qui ne savais pas à quel degré il y avait une liberté d'expression en Syrie, ça a été un marqueur assez fort. Et ça n'avait pas l'air du tout d'être quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui étaient autour. Il n'y a pas eu un attroupement, tiens, quelqu'un témoigne à la télé, il dit des choses et critique ce qui se passe. Non, c'est pas du tout quelque chose apparemment d'anormal là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ah si, il me reste encore 5 minutes, je crois. Beaucoup plus. Beaucoup plus. J'ai pu visiter l'hôpital des blessés de guerre. Bon, ça c'est quelque chose où j'ai pas. Mazé, oui. Donc j'ai pas pris mon. Enfin, j'avais mon. C'est ça. J'avais pris mon caméscope, mais j'ai pas filmé parce que bon. Mais c'est vrai que c'était très très troublant de rencontrer ces soldats syriens qui ont perdu deux jambes, leurs bras, qui sont tétraplégiques, hémiplégiques, avec leur famille qui les visitait. Donc c'est vrai que les messages que j'avais reçus sur YouTube dans la bande-annonce avant de partir en Syrie, qui disaient ouais, ça c'est un journaliste qui a des couilles en Kevlar, etc. Bah, on relativise tout de suite son propre courage, quand on voit des gens qui sont en première ligne face aux terroristes qui sont eux-mêmes victimes finalement d'une propagande wahhabite ou autre. Voilà. Une autre rencontre très 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 forte, ça a été la rencontre avec un ancien combattant de l'ASL. Il faut savoir qu'il y a un processus de réconciliation qui est en cours en Syrie, dans certains quartiers. Donc là, c'était le quartier de Barzeh. Donc on a rencontré dans les bureaux du commandant de l'armée syrienne. Et le quartier de Barzeh, donc c'est un quartier qui est tenu par des combattants de l'ASL, mais qui ont décidé de faire la paix entre guillemets avec le gouvernement central et de ne combattre uniquement que l'État islamique. Donc ils n'ont pas déposé les armes, ils tiennent encore des checkpoints, donc c'est un petit peu compliqué, c'est un peu surprenant. Mais ce qui était vraiment très intéressant, c'est que nous, en tant que groupe, on a pu vraiment poser nos questions à la cantonade pendant 30 minutes, 40 minutes, vraiment de manière très libre, avec Omar Al-Khatib, l'organisateur du voyage, qui traduisait au fil de l'eau.
Voilà, donc je vous laisserai regarder le documentaire pour ceux qui veulent. Hein. Il sera commercialisé sous forme de DVD et en VOD, mais on le mettra sur Internet gratuitement au bout de 3 mois de commercialisation pour ceux qui n'ont pas forcément l'argent pour l'acheter. On a pu aller dans la ville de la Maloula. Je vais être assez bref. C'est une ville où il y a eu un massacre fait par des terroristes sur des chrétiens, parce qu'il y a un monastère là-bas assez ancien. Des monastères, pardon, qu'on a pu visiter. Certains ont été vraiment très saccagés. Ce qui est vraiment très, très, très dramatique dans cette ville, c'est qu'une partie des habitants musulmans de la ville se sont joints aux terroristes lors des massacres. Voilà. Alors ça a été quelque chose de très difficile à vivre pour les habitants chrétiens de cette ville, parce qu'ils vivaient en harmonie avec les musulmans depuis toujours, quoi. Enfin, depuis très très longtemps en tout cas. Voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose de troublant. Mais bien sûr, il y a comment dire, les relations cordiales sont plus fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Maloula, il n'y a pas une animosité entre les musulmans et les chrétiens, pas plus que ça, vraiment pas plus que ça, quoi. On a pu visiter aussi la ville de Latakié. Donc là, on n'était qu'une dizaine du groupe à être allé à Latakié. Donc c'était un petit peu dangereux, entre guillemets, parce que bon, c'est une ville qui est dans le nord de la Syrie, sur la côte. Donc on a été escorté par un 4x4 avec des personnes du Hezbollah, mais ça on ne savait pas parce qu'il y avait un responsable de la sécurité dans notre groupe qui ne nous disait pas forcément tout. À Latakié, donc quand on est arrivé, il y a une roquette qui est tombée sur un minibus. Heureusement, c'était pas le nôtre. Il n'y avait pas eu de roquette qui était tombée sur la ville depuis 2 mois, donc on s'est un des membres du voyage, c'était Jean-Michel Vernochet. Il s'est demandé si c'était pas nous qui étions visés, parce que c'était assez troublant quand même. Hein. Et le soir, on était invité à un mariage, donc c'était vraiment la mort et puis la vie, donc la vie qui continue. Un mariage donc un peu traditionnel avec des danses que j'ai pu un peu filmer, que je vous mettrai que j'ai mis dans le documentaire. J'ai rencontré à ce mariage un poète, donc c'était l'occasion de faire des interviews, voilà, un petit peu différentes de celles dont j'ai parlé au début, de généraux, d'anciens présidents et de responsables du Hezbollah. Un poète de Latakié assez âgé qui m'a accompagné à l'hôtel après le mariage pour faire une interview de 3 quarts d'heure, dont je mettrai un court extrait. Et pour le DVD, il y aura des bonus avec les interviews intégrales. L'analyse de ce voyage, un peu, pour conclure, c'est que j'ai vraiment pu constater un soutien réel du peuple. C'est pas quelque chose le peuple ne craint pas son président, il le soutient pour la sagesse de ce qu'il estime, ce qu'ils estiment être la sagesse de ses décisions. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui a fait évoluer les pratiques en Syrie plutôt d'une bonne manière. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire progresser tout un tas de choses en Syrie, Bachar al-Assad semble être quand même un des meilleurs alliés, y compris pour ceux qui veulent faire évoluer le parti basse et la constitution et le système en Syrie. La laïcité, les Syriens sont très très attachés à la laïcité. Certains Syriens n'aiment pas trop parler de religion. Ça m'a aussi marqué. Et puis voilà, ils font vraiment bien la distinction aussi entre le gouvernement français et le peuple français. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Heureusement pour nous. Donc c'est vrai que j'ai été bien reçu à peu près partout. Voilà. Je vais passer le micro, je crois que j'ai à peu près terminé.